'Twas the nights before Christmas. Despite last-minute stress, few were delivering except Walmart Express. Stockings were hung by the fireplace with care, knowing in about an hour stuffers would soon be there. On to the road, Walmart Express delivery went. Chock full of wondrous things in the St. Nick of time sent. Let's go! Get express delivery in as fast as an hour, even on Christmas Eve. Orders must be placed by 4 p.m. local time on 12/24. Subject to availability. Fees and restrictions apply. Express delivery to y'all and to all a good night. Welcome to your Walmart. Hey, salut gang, bienvenue sur Écho de montagne. Le podcast où on vous jase de tout ce qui résonne avec la randonnée. Donc, c'est maintenant la 10e épisode. C'est vraiment cool parce que ça concorde avec le fait que Catherine, elle a fini le AT et est maintenant revenue au Québec. C'est comme ça tombe parfaitement. 10e épisode anniversaire, Catherine est de retour, tout va bien. On fait ça. Ouais, puis on va en parler brièvement, en fait plus en profondeur tantôt, mais Catherine, ça va, t'as survécu le AT, comment que tu te sens après avoir passé au travers? Ben, soulagée, je dirais. Ça en était une que j'avais hâte de finir. On s'en reparlera tantôt, mais tu sais, souvent je ralentis vers la fin parce que je veux en profiter plus longtemps. Mm-hmm. Celle-là, particulièrement cette année, j'étais bien contente de l'avoir finie. Fait que j'ai hâte de vous raconter ça. Ouais, ça, ben tu m'en parlais hors micro que tu poussais vraiment pour te rendre à la fin, là. Donc on va faire ça à l'inverse de d'habitude. Habituellement, on prend des nouvelles de nous deux, on compte des anecdotes, tout ça, puis après ça, on tombe dans le sujet. Là, vu que nos anecdotes vont prendre plus de place que le sujet en tant que tel cette fois-ci, on va faire l'inverse. Donc, aujourd'hui, on va parler du multicouche, parfaitement aligné avec la saison qui s'en vient. Donc, l'importance de comment bien savoir s'habiller pour la saison hivernale. Oui, on a un beau petit couvert de neige qui s'installe. Les fins de semaine commencent à être plus croustillantes. Fait que c'est le temps de jaser de comment s'habiller pour randonner en hiver. Là. Ouais, exact. Puis, on va comme si on va vraiment passer vite au travers du sujet parce que vous pouvez toujours revenir à l'épisode 2. L'épisode 2, on passe vraiment au travers tous nos vêtements, ce qu'on utilise plus en 3 saisons. Donc, le multicouche en hiver change pas tant que ça par rapport à l'été. Donc, c'est pour ça que je veux passer très, très vite au travers, mais quand même spécifier certaines choses qui changent de été à hiver. Donc, je pense que je vais commencer en y allant juste avec le principe de base de ce que c'est. Puis après ça, Catherine, je vais te laisser y aller sur comme toi, comment tu utilises ça, puis en fait, ce que tu penses, pourquoi c'est si important. Donc, le multicouche, en fait, ça dit très bien par le nom, c'est d'avoir plusieurs couches de vêtements. Donc, normalement, c'est 3 couches, donc une couche de base qui va être quelque chose en mérino, en synthétique, quelque chose qui respire bien, qui est très collé au corps, en fait. Donc ça va garder notre chaleur de base. Dépendant à quel point qu'on est frileux, on va pouvoir avoir des épaisseurs différentes, là, style combine ou des choses comme ça, ou ça peut même être la même couche qu'on utilise l'été de mérino ou de synthétique. L'important, c'est d'avoir quelque chose qui respire pour que la transpiration s'en aille. Après oui, ça, donc très près du corps. Et très près du corps, exact. Après ça, on va avoir une couche intermédiaire. Donc, par là, on parle de quelque chose de plus chaud, ce qui va être la couche qui va garder le plus notre chaleur. Et la dernière couche va être la coquille. Donc, un coupe-vent, quelque chose souvent d'imperméable s'il commence à neiger, des trucs comme ça. Mais vraiment quelque chose qui coupe, qui va empêcher le vent de refroidir notre corps. Donc, ça, c'est les principes de base. Toi, Catherine, comment t'appliques ça de ton bord, ce système-là? En fait, moi, l'hiver, il y a rien de... Tu sais, les gens, souvent, vont être intimidés par la randonnée d'hiver. Oh mon Dieu, je suis pas équipée. Mais le multicouche qu'on va utiliser en 3 saisons, c'est sensiblement le même qu'on va utiliser en hiver. Parce que notre corps va continuer à générer la même chaleur, peu importe la saison. Puis c'est important de pas trop suer. Fait que moi, personnellement, oui, les combines, je pense que ça, c'est l'essentiel, là, ce que je parlais qui était près du corps, ça va comme imiter comme si on était un animal avec une fourrure, finalement. Ça vient protéger notre petite peau d'humain fragile. Fait que c'est une couche qui est près du corps, comme tu dis, qui aide à évacuer la transpiration, qui fait qu'on reste relativement, je dis relativement parce que c'est impossible de rester 100% au sec là, quand on fait du sport. Mais au moins, ça va aider à l'évacuer puis à pas garder l'eau de la transpiration près de la peau. Fait que oui, le mérino, je pense qu'il y a d'excellentes propriétés, surtout en hiver.
Je le préconise pas. Je pense que j'en parle un peu dans l'épisode 2, là, mais je le préconise pas pour les 3 saisons. Par contre, en hiver, il y a d'excellentes propriétés parce qu'il évacue un peu plus la sueur. Donc, oui, couche de base en mérino ou en synthétique. Il y a d'excellentes combines en synthétique maintenant. Puis par-dessus ça, comme tu parlais, la deuxième couche, moi, ce que j'adore, puis je ne jure que par ça, c'est le polar. Le simple polar. En hiver, c'est magique, ça respire, ça garde au chaud. Puis souvent, ce que je vais porter, c'est mes combines de base, plus un petit pantalon coupe-vent pour les jambes, parce que je suis pas tant que ça des jambes. Donc, des fois, c'est simplement mon pantalon de rando 3 saisons que je vais mettre par-dessus des combines. That's it. Ouais. C'est ça, mon pantalon d'hiver. Je porte pas un pantalon sauf s'il y a une grosse tempête mouillée, là, tu sais, les pantalons en nylon, là, ou la soude de ski, là. Pour la rando, je trouve que ça respire pas assez. On vient tremper. À moins, évidemment, qu'il y ait une pluie verglaçante. Fait que tout ce que je vais porter, moi, par-dessus ma combine de jambes, c'est mon simple pantalon de rando mince que je porterais l'été, l'automne ou le printemps. Pour le haut du corps, ben, je suis une fan de polar, fait que je vais porter ma veste en polar. Une veste en polar zippée ou juste un polar simple, assez près du corps aussi, que je vais porter par-dessus ma combine, mon chandail en mérino. That's it. Souvent, c'est que ça que je vais porter, plus les accessoires. C'est ça, je vais avoir un buff ou un cache-cou. Je vais avoir des petits gants. Souvent, des petits gants, là, juste un petit gant en mérino, ça va faire 100%. La job pour quand on est en mouvement. Je vais toujours traîner une paire de mitaines dans mon sac pour si je prends une pause. Ou, tu sais, des fois, quand on commence les 10 premières minutes, le temps de se réchauffer. Mais honnêtement, les mains, là, s'il fait moins 10, juste une petite paire de gants en mérino. Puis s'il fait genre 0, 1, ben souvent, je vais finir mains nues. Parce que à force de bouger, on génère assez de chaleur qu'on n'a pas besoin de se couvrir les mains. Mais bon, toujours une paire de mitaines plus épaisses en backup là, dans le sac à dos, ça, c'est un incontournable. Là. Fait que le haut du corps, là, souvent, je vais randonner juste avec ma veste en polar puis ma combine en dessous. Si c'est une journée qui fait vraiment, qui est plus venteuse, ben là, comme t'en parlais, la coquille, je vais l'enfiler par-dessus, mais je vais être prudente avec, parce que si je vais à fond la caisse, puis je fais vraiment un effort soutenu, je vais préférer, même s'il vente, être qu'en polar, puis enfiler ma coquille si je m'arrête pour prendre une pause. C'est bien rare que je vais randonner tout le long, à moins qu'il fasse moins 30, puis du gros vent à l'horizontale, là, clairement, on a besoin d'une protection permanente, mais généralement, l'hiver, on sort randonner, il fait quoi? À moins 5, moins 2. Souvent, on est à l'abri de la forêt. Ils vendent pas tant que ça. La coquille, elle va rester 75% du temps dans mon sac à dos. Je vais toujours la traîner. Je vais toujours l'avoir avec moi en cas d'urgence. Mais je vais rarement randonner avec la coquille sur moi. Ce qui va être aussi dans mon sac à dos, c'est ma doudoune. Ça, je la porte en tout temps. Fait que dans mon kit à moi, il y a les mitaines. Il y a souvent un deuxième cache-cou. Il y a souvent une tuque plus chaude. Et le gros essentiel, c'est la veste en duvet. Encore une fois, elle, je ne randonne jamais avec. La coquille solide, je la porte de temps en temps s'il vente, mais le duvet, je vais pas randonner, je vais pas effectuer une activité physique quand je porte ma veste en doudoune. Ma veste en duvet, c'est pour quand je prends une pause, un lunch, une collation. Quand je m'arrête à un point de vue, je vais la mettre, puis je vais des fois même glisser ma coquille par-dessus s'il vente. Mais c'est vraiment pour les pauses. Mais elle est toujours dans mon sac à dos. Fait que ça, c'est un peu mon système, là. Donc, toi aussi, tu as un système, parce qu'on en parlait un peu hors micro, puis moi, je disais que j'ai un système 4 couches. Donc, tu as un système de 4 couches aussi. Ouais. La quatrième couche étant, mettons, l'isolant plus chaud en cas de... Tu sais, si tu te blesses puis qu'il faut que tu arrêtes, là, faut que tu sois capable de garder ta chaleur. Fait que c'est un système plus chaud qui va rester 95% du temps dans le sac à dos, mais qui est un très bon système d'urgence, là. Ouais, 100%. Donc, ça l'ouvre un peu sur ce que je fais aussi. Puis on a quand même un système assez similaire là. Tu sais, ça reste pas, c'est pas sorcier là, le multicouche. Donc, pareil, j'ai une couche de synthétique. Souvent, dépendant de la température, je vais prendre le même Sun hoodie que j'ai l'été. OK. Comme combine. Ouais, comme combine pour le haut, je parle.
Mais sinon, j'en ai un aussi qui va être juste un petit peu plus chaud. J'en ai essayé plusieurs, puis tu sais, j'ai essayé, ils en vendent là, des très, 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 très chauds. Puis oublie ça, là, j'étais juste avec ça sur le corps en mouvement, j'étais tout trempe, là. Fait que c'est là de se connaître un peu sur savoir... je sais que ma blonde, elle utilise celui-là, puis elle est comme « Ah non, je suis super bien là-dedans. » Puis moi, on n'a pas toute la même résistance au froid aussi, là. Faut faire sa propre recette, là. C'est ça, exactement. Donc, moi, j'y vais avec soit la couche que je dis qui est celle d'été, ou comme l'entrée de la combine, si on veut. Donc, juste quelque chose qui est un peu plus chaud, mais vraiment très, très mince. Donc, vraiment comme si on mettrait ça sur de 1 à 10, là, le 1 de la combine. Donc, pour les pantalons, j'y vais pareil comme toi. Donc, ça va être souvent juste aussi une petite combine qui va être dépendant de la température. En fait, là, c'est sûr que si j'y vais à moins 25, ça va prendre autre chose, là, mais ça va être une combine quand même, encore une fois, assez mince. J'ai rarement froid aux jambes. Je dirais, là, tu sais, nos jambes, c'est ce qui nous transporte, c'est ce qui travaille le plus. Donc, ils sont toujours actifs, ils sont toujours gorgés de sang. Fait que je dirais que c'est ça. J'ai rarement froid aux jambes. Donc, ça va être combine avec un pantalon de randonnée par-dessus, tout simplement. Donc, pour venir au haut, c'est ça. Donc, la couche de base. Ensuite de ça, comme je disais, j'aime y aller avec un 4 couches. Donc, je vais avoir... toi, tu utilises le polar. Moi, ça va être une petite veste, que ce soit une veste en polyester, tu sais, quelque chose de très, très mince qui va juste donner un petit épaisseur de plus, mais que si exemple, je marche plus vers une place un peu plus dégagée, mais ça va me garder quand même au chaud sans suer non plus. Ça sera pas aussi épais et aussi chaud qu'un puffer qu'une doudoune, là. Donc, ça respire, là. C'est ça, exactement, ça respire. C'est vraiment l'important, là. Puis celle que j'utilise est rembourrée seulement à certains endroits. Donc, justement, pour garder juste certaines parties au chaud, mais exemple, tout le côté de mes côtes, ça va être un tissu style Polar Tech, là, donc qui est quasiment plus un style de combine. Donc, justement, pour qu'il y ait des places qui évacuent la chaleur, mais qu'il y ait certaines places plus stratégiques qui sont gardées plus au chaud avec une petite doublure un peu plus. Fait que ça, c'est ce que j'utilise en deuxième. Ensuite de ça, troisième, ça va être seulement quand j'arrête des sommets. Si je fais du camping d'hiver, c'est là que je vais mettre cette épaisseur-là parce que garder toute ma chaleur. Mais surtout des moments, comme je dis, quand j'arrête au sommet que moi je suis souvent là avec ma caméra, des choses comme ça, fait que ça se peut que j'arrête là longtemps, donc je veux pas perdre ma chaleur, donc je mets la doudoune. Donc moi c'est une doudoune en polyester, mais polyester ou duvet, prenez ce que vous aimez rendu là. Ouais. Puis ça c'est vraiment, comme je dis, c'est vraiment pour pas perdre ma chaleur que je viens de créer en marchant tout ce temps-là. Puis je sais que je vais m'arrêter peut-être longtemps, donc c'est à ce moment-là qu'il y a les risques, en fait, d'avoir froid. Et puis, petite parenthèse là-dessus, ta veste rembourrée en polyester, elle a quand même un gros avantage l'hiver par rapport au duvet. C'est que s'il y a une tempête de neige ou elle vient qu'à être humide, ben c'est un peu le même principe que les sleeping bags. Elle va pas perdre ses capacités isolantes autant que le duvet, là. Exactement. Fait que c'est plus sécuritaire, je dirais, même une veste rembourrée en polyester qu'en duvet, là, dans des conditions hivernales. Ouais, ça a cet avantage-là, bien sûr. Puis la dernière couche, ben ça reste l'imperméable coupe-vent, qui est la même que j'utilise à longueur d'année. Donc, elle quitte jamais mon sac, en fait, pratiquement celle-là. Donc, ça va être la dernière couche. Encore une fois, quand on arrive au sommet, on met ça pour se couper du vent, garder au chaud. Moi, je le redis, c'est vraiment la chose à faire. On arrive au sommet, on est comme, ah ouais, mais j'ai encore chaud, c'est correct. Non, on s'en fout. Ouvre ton sac, puis mets toutes tes couches tout de suite pour garder cette chaleur-là, puis pour pas que le vent soit en contact direct avec ton corps. Tout à fait. Ensuite de ça, les gants, je fais pareil comme toi. Donc, j'ai des petits gants liner, puis après ça, j'ai des mitaines que j'ai pris plus grand, justement, pour ce but-là, que je mets quand que je suis arrêté, quand
quand il fait vraiment froid, là, tu sais, des fois, quand on est dans un sommet très, très, très dégagé, le petit vent, le petit liner, il est bien le fun, mais il protège pas tant que ça du vent. Donc là, c'est ce que j'ai ajouté. Fait que ça se résume pas mal à ça. L'important du multicouche, c'est vraiment juste de jouer avec les couches pour éviter la sueur. Exact. C'est sûr que c'est dur à un moment donné de comme de l'éviter à 100%, mais c'est là l'important je pense, d'expérimenter aussi beaucoup, de se connaître. Moi, je sais que quand je sors de la voiture, souvent, il y a comme un peu le choc de « OK, on a froid » ou des choses comme ça, mais je sais que ça va prendre 5 minutes puis que je vais avoir chaud. Fait que souvent, je commence directement avec ma couche de base parce que je sais que ça va pas prendre longtemps que je vais me réchauffer. C'est ça. C'est normal. Je pense qu'il faut apprivoiser d'avoir froid les 10 premières minutes, là. Oui. C'est mieux de commencer froid que de commencer en suant puis déjà être mouillé après 10 minutes. Fait que là, on vient de créer un nouveau problème, là. Exactement. Fait que des fois, il faut prendre le petit choc de OK, ben tu sais, je vais enlever peut-être ma couche intermédiaire. Il va y avoir un petit choc sur le coup, mais on va vite retomber en mouvement puis vite se réchauffer. Ouais. Puis il y a une autre chose qu'on n'a pas parlé, tu sais, pour la coquille. Moi, ça va m'arriver des fois de skipper une couche puis d'aller directement à la coquille, que j'ai pas besoin de garder de la chaleur. Tu sais, mon corps en crée déjà beaucoup, mais j'ai juste besoin d'avoir la protection du vent, que ça, c'est ça qui va refroidir mon corps. Donc, ça va être quelque chose que, tu sais, dans le fond, le multicouche, on dit qu'il y a comme 3-4 couches, mais ils sont pas obligés d'y aller toutes dans cet ordre-là. Là. Si on sent pas besoin de mettre le puffer, mais mets-le pas, puis mets la coquille, là. C'est encore une fois, c'est là l'importance de se connaître puis de savoir comment qu'on deal avec comment notre corps crée de la chaleur, en fait. Ouais, puis c'est ça l'avantage du multicouche, c'est que c'est modulaire. Fait qu'on l'adapte, on l'ajuste. Tu peux enlever le polar, remplacer ça par la coquille, juste mettre la veste en duvet. Je veux dire, on peut jouer avec, puis expérimenter, puis trouver notre confort là-dedans, là. Ouais, exactement. Ben moi, ça se résume pas mal à ça. Je sais pas, Catherine, si tu avais des choses à ajouter là-dessus? Oui, je me demandais qu'est-ce que tu avais pour protéger ton cou et ta tête. Oui. Type tuque ou bandeau? Je suis tuque. Donc, ouais, ça va être une tuque, puis... Je sais quoi faire à Noël. Puis un bandeau, je vais l'avoir toujours dans mon sac. Je dirais que c'est rare que je le mets parce que souvent, quand je suis au moment que j'ai besoin de mettre un bandeau, je vais avoir mon imperméable, je vais avoir mon puffer que, tu sais, il monte déjà jusqu'au cou. OK. Puis, en fait, j'aime aussi prioriser, on en a pas parlé, là, mais une combine pour le haut qui monte jusqu'au cou aussi pour la saison hivernale. Donc, c'est une des choses que j'aime beaucoup prioriser, tu sais, qu'il y a un petit zipper avec un petit cache-cou ou pareil, le Sunhoodie, il monte jusqu'au niveau du cou. Donc, c'est une petite chose que j'aime bien prioriser. Puis, la tuque, elle va toujours être là, mais souvent, je l'aurai pas sur la tête parce que j'ai trop chaud. Fait que j'aime bien, encore une fois, juste jouer avec avec mes capuchons d'épaisseur. Donc, tu sais, des fois, juste le capuchon du Sunhoodie qui est très, très mince, ben, il va juste être assez pour créer un petit cocon de chaleur sans avoir trop chaud. Donc, moi, c'est ce que, de la manière que je fonctionne pas mal pour la tête. Mais la tuque est toujours dans mon sac parce que, on arrive au sommet, là, je mets la tuque puis je garde toute ma chaleur, là. OK. Une autre chose aussi que je traîne, je sais pas si toi, tu les as avec toi, là, surtout quand je vais dans les montagnes blanches ou les Adirondacks où ce que les sommets peuvent être très venteux, des lunettes de ski. Oui. Donc, surtout en hiver, au plus creux de l'hiver, là, j'ai toujours mes lunettes de ski dans le fond de mon sac à dos au cas où ils se mettent à venter. Puis là, le cache-cou aussi, j'ai toujours un bof, puis je peux me le remonter sur le nez, protéger ma peau, si jamais on tombe dans des conditions bien extrêmes, là. Ouais, ça, exact. Tu sais, comme je dis, je vais toujours avoir le cache-cou aussi pour des choses comme ça, mais c'est rare que je vais le mettre. Mais les lunettes de ski, 100%, puis moi, j'ai les yeux bleus, donc j'aime en avoir une qui va filtrer un peu la lumière parce que la neige et le soleil me tuent les yeux. Là, j'ai toujours les yeux plissés, puis j'ai quasiment mal à la tête à la fin de la journée surtout quand on est en forêt, c'est pas super, mais quand on est vraiment à quelque part qui est très dégagé, comme si on parle des White Mountains ou des choses de même, que ça va juste être un gros miroir de neige, là. Donc là, j'aime ça avoir quelque chose qui va filtrer un peu, puis on dirait que ça va me reposer un peu les yeux, là.
super important en randonnée d'hiver de protéger ses yeux. Mhm. On en a parlé un petit peu pendant l'épisode avec Emmanuel, Ouais. mais super important d'avoir une protection solaire l'hiver. Même si on Ouais. manque de lumière, là, le soleil qui tape sur la neige, c'est très vicieux. Ouais, il faut pas le sous-estimer. Non. Donc, je pense que c'est ce qui fait, ce qu'il y a à dire sur une multicouche. Comme je dis, on vous réfère à l'épisode 2 qu'on a parlé beaucoup plus en profondeur des Ah oui. vêtements. Puis, ben, on a quand même un épisode spécial qui s'en vient. On la surnomme notre épisode d'hiver. Donc, Oui. restez à l'affût pour ça. Ça va être un épisode très complet à ce niveau-là. Donc, plein de conseils là-dessus. Fait que ça va être, je pense, votre épisode de référence pour l'hiver. Donc, c'est pour ça qu'on voulait aussi passer vite au travers de ce sujet-là. Donc, maintenant, ça fait... donc, Catherine, tu viens de finir le AT. Ben bien, ça fait maintenant une semaine et demie, je crois. Oui, ça fait... J'ai eu le temps de me reposer, de revenir, d'atterrir. Pas encore tout à fait atterri, mais oui, je suis rentrée au bercail. Mais ça me fait rire que tu dises tu as eu le temps de te reposer, mais que tu as la grippe en ce moment ou Ouais, que c'est tu as ça mal à qui... la gorge. Là. Oui, c'est là ma voix, je suis chanceuse de l'avoir présentement, là. Mais j'ai pas été malade de tout le long du voyage pendant les 5 mois et 4 jours qu'ont duré ma marche. J'ai jamais rien eu, aucun symptôme. Top santé. Je pétais le feu tout le long. Puis aussitôt que j'ai arrêté de marcher, mon corps, on dirait que l'adrénaline qui lâche, le corps qui se repose. J'ai été courbaturée, j'ai été congestionnée, j'ai passé par tous les états de rhume possible en une semaine. C'était on dirait que tout lâchait en même temps, là. Ouais, mais ça, tu sais, on en parlait un peu en micro, on dirait que quand t'es sur le sentier, t'es comme en mode survie de OK, mais tu sais, je peux pas me permettre de mal filer ici parce que il faut que je finisse ce sentier, ou des fois, tu sais, il y a juste rien des kilomètres à la ronde, donc t'es comme OK, mais il faut que je me rende à la fin. Mais quand tu finis, on dirait que là, le corps est juste OK, je shut down, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il y a un relâchement, puis peut-être que le système immunitaire aussi, à force, peut-être que le corps est occupé à la récupération. Écoute, faudrait parler à un spécialiste, là. Mais ouais, c'est un drôle de phénomène. Ouais, puis ben ça, tu sais, on a tous eu des expériences à ce niveau-là, fait que non, je pense que c'est quelque chose de vrai. Tomber malade au retour de... Ben là, est-ce qu'on peut appeler ça des vacances? Je sais pas. Mais ouais, il y a beaucoup de gens qui tombent malades au retour des vacances, on dirait, après le stress du voyage. Là, ouais. Ça me fait penser, dans le fond, je voulais savoir, ça a été quoi parce que tu sais, je me rappelle avoir vu ton vidéo du Pacific Crest Trail, que tu finis la trail, puis t'es en pleurs de finir. Ouais. Je voudrais qu'on fasse un peu une comparaison avec maintenant que tu as fini le AT. Est-ce que tu as eu la même émotion? Ou est-ce que il y a peut-être le fait de revenir sur sur un sentier, une portion de sentier que tu avais déjà vu? Qui était connu, ouais. Les émotions étaient complètement différentes que la PCT. Tu sais, l'Appalachian Trail, c'est un rêve que j'ai depuis extrêmement longtemps. Fait que oui, il y avait tout ce bagage d'émotions-là, le fait que ça a été interrompu en 2020, puis que là, j'y retourne enfin, puis que j'ai la chance de le faire. Ça a fait tout un mix d'émotions qui ont fait, au final, que le sentiment d'accomplissement, je l'ai pas eu quand j'ai touché le terminus. Je l'ai eu quand j'ai touché à l'endroit où j'avais lâché le sentier en 2020, à cause de la COVID. Donc, en 2020, si on recule dans le temps, j'avais réussi à faire les 176 premiers kilomètres. Puis j'étais arrivé à un croisement de route là, qui s'appelle Winding Stair Gap, proche de la ville de Franklin, en Caroline du Nord. Puis il y avait une pancarte qui nous disait, le comté dans lequel vous entrez est fermé aux étrangers, veuillez quitter le sentier immédiatement. Puis ça a été un choc en 2020. Puis cette année, je suis arrivé à l'envers, vu que je voyageais vers le sud plutôt que vers le nord. Puis quand je suis arrivé à ce croisement de route-là, j'ai eu les yeux brouillés pendant 1 kilomètre avant. Les larmes me montaient aux yeux. J'ai été submergée par des vagues d'émotions de me dire, mon Dieu, mais je vais enfin connecter mes pas. Je vais enfin arriver au point où j'ai été obligée d'abandonner ce rêve-là en 2020. Puis c'est là que j'ai eu le plus gros, le plus haut moment d'émotion, si on veut, de tout le voyage. Puis une fois que j'ai eu passé ce point-là, je me rappelle, je me suis assis, ça s'appelle Winding Stair Gap, là, les escaliers tortueux, parce qu'il y a comme une série de marches en bois qui montent pour rejoindre le sentier.
Puis je me rappelle en 2020, je m'étais assis dans ces marches-là, puis j'avais pleuré, sachant pas où j'allais aller. J'avais tout laissé de côté dans ma vie pour faire ce voyage-là, fait que j'étais complètement perdue. Puis là, cette fois-ci, je les ai vus les marches, je me suis assis dedans, j'ai médité. J'ai fait comme, OK, là, je le fais, là. Là, je le fais, là. C'est vrai, là. Fait que oui, ça a été un moment fort. Fait que tout le reste, ce qui me restait à parcourir, c'est un peu c'est ce que j'avais fait, mais dans le sens inverse. Il me restait juste 176 kilomètres, puis j'ai vu ça comme des vacances. Je m'en allais dans une trail que je connaissais, là, faire une petite semaine qui me restait devant moi, là. Puis c'était comme, bon, ben là, je viens de tomber en vacances. Là, le gros du travail était fini. Il me restait juste à profiter d'un sentier qui était déjà connu. Puis mon copain m'a rejoint, en fait, exactement à cet endroit-là pour qu'on fasse le reste ensemble. Lui a fait l'Appalachian Trail en 2019. Fait que pour lui aussi, ça a été un trajet super nostalgique de revisiter ce sentier-là à l'envers. Fait que quand j'ai atteint Springer Mountain, qui est finalement au bout complètement, après cette semaine-là de vacances, entre guillemets, j'ai pas eu un peu comme sur la PCT, comme tu disais, quand j'ai fini, où j'ai pleuré, puis j'ai été submergée. Ben, quand je suis arrivée à Springer, c'était comme, alright, ben, écoute, je l'ai faite. C'était joyeux, tu sais, j'étais contente, j'étais satisfaite, mais j'avais pas autant d'émotions fortes, là, parce que je les avais déjà vécues. On dirait que tout avait déjà été vécu. Fait que c'est comme si j'allais là juste boucler la boucle, là. OK, puis ça m'apporte à... Parce que là, dans le fond, comme tu dis, quand tu as rejoint tes pas, c'est là que tu as eu le sentiment de « OK, je l'ai comme complété d'une certaine manière. » là, tu sais, je l'ai marché en entier, mais comme en 2 périodes différentes. Ouais. Ce qui fait qu'à la fin, tu étais comme... Tu étais en vacances, puis je me rappelle, tu me le disais, on se parlait, puis tu disais « Ah ouais, là, je suis fixé sur la fin. » Puis oui, j'avais envie de finir, là. T'étais juste comme en... OK, il faut que je finisse, puis tantôt, tu me parlais justement d'une anecdote avec ça, que une journée de pluie, l'avant-dernière journée, c'est ça? Je te laisse le compter. Côté pluie, ça, c'est un autre argument qui fait que j'avais hâte de finir. Cette année, 2023, pour ceux qui ont été ici cet été le comprennent, ça a été l'année, puis ça, c'est officiel, là, c'est l'année la plus pluvieuse de toute l'histoire de l'Appalachian Trail. Puis j'ai choisi celle-là. On pouvait pas le savoir, là, mais... C'est officiellement l'année la plus pluvieuse depuis que le sentier a été popularisé. Donc, j'en ai bavé solide. Cette année-là, ça a été vraiment un défi mental là, de passer à travers tous les jours de mauvais temps, 42 jours d'affilée avec les pieds mouillés. Puis même en allant dans le sud, je me suis dit, en marchant vers le sud, ça va être moins pire. Mais là, il y avait l'ouragan Lee qui m'a tombé dessus. Je pense que j'ai eu droit 2 fois à 7 jours sans pluie. Ça a été pas mal ça. Puis vers la fin, c'est là que j'arrive avec mon anecdote, moi puis mon copain, on était là l'avant-dernière nuit sur le sentier. La nuit d'après, là, on allait dans un refuge, puis le lendemain, on finissait. Okay. Donc cette nuit-là, belle soirée, super coucher de soleil, il faisait beau. Cette semaine-là, il a fait beau. C'est un des 7 jours, là, justement, sans pluie. Fait qu'on installe nos tentes. Cette nuit-là, j'ai choisi de pas nettoyer les feuilles. Tu sais, on s'entend, il y a un pied d'épais de feuilles mortes, là, l'automne est fini, les arbres sont tout nus, il y a un gros tapis de feuilles mortes, puis habituellement, je les tasse pour m'installer directement sur la terre. Là, on s'est dit, on va s'installer sur le matelas de feuilles mortes. Je sais pas pourquoi j'ai pensé comme ça ce soir-là. On rentre dans nos tentes, on va se coucher. À minuit, j'entends le déluge commencer, toi. Je savais que ce serait le dernier du voyage, mais c'était tout qu'un déluge, là. Puis ça a plu comme ça, là, vraiment, ça a plu des cordes pendant... Ça a commencé à minuit, puis c'était pour s'arrêter vers midi le lendemain. Okay. Mais tu sais, pas une petite pluie, là. Le genre de pluie que tu dis, ça va juste durer 15 minutes, c'est un orage. Non, là, c'était 12 heures non-stop de grosse pluie. Puis une chance qu'on s'était installé sur des feuilles mortes, on aurait été dans un pit de boîte si on l'avait nettoyé. Donc ça, c'est un beau coup du destin. Là, au réveil, il était quoi, 6h30, 7h? Le soleil, les journées sont tellement courtes, il faisait encore noir. J'entends mon copain rire dans sa tente, mais rire, là. J'ai comme, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais voyons, qu'est-ce qui est si drôle que ça? Je sais qu'on est dans le déluge, puis à la fin, honnêtement, j'en riais parce que c'était rendu un running gag, là. Ben oui. La pluie faisait partie de mon quotidien. Mais je me demandais pourquoi il riait comme ça. Il dit, tu le croiras pas. On avait un petit peu de réseau, puis il a ouvert la carte météo pour voir, tu sais, de un, voir quand est-ce que la pluie allait cesser, t'sais. Puis de 2,
il a zoom out, tu sais, il a regardé la carte radar où est-ce qu'il pleuvait, puis il a fait un défocus pour voir le pays au complet, voir les États-Unis, juste voir où est-ce qu'il pleut aux États-Unis. Ben, il y avait un système de pluie au-dessus de la ville de Seattle, dans l'État de Washington. Comme d'habitude. Celui-là, je pense qu'il est permanent. Il laisse sa carte tout le temps. Puis l'autre endroit où il pleuvait, le nord de la Georgie, juste au-dessus de nous. C'est tout. Un petit point vert au-dessus de nous. Partout ailleurs aux États-Unis, ça a été gros soleil toute la journée. Il y avait aucune précipitation nulle part ailleurs que sur nous et sur Seattle à l'autre bout du pays. C'était comme, OK, le nuage me suit, là. C'était comme un coup du destin, 24 heures avant de finir la trail, là. J'aurais pas pu finir le sentier sans pluie. On s'entend, il fallait que ça finisse comme ça, là. Ça a fini comme ça a commencé. Fait qu'on s'est levé, puis lui, il était dans sa tente, puis tu sais, il venait me rejoindre juste pour une semaine, là. Il était pas là tout le long, là. Puis là, il me dit la pluie va arrêter à midi, on pourrait juste comme rester dans nos tentes à chiller, tu sais. Là, je suis comme, non. Il nous restait la journée puis le lendemain puis on avait fini, là. Je dis non. On va pacter nos tentes mouillées. C'est la dernière fois que je décampe mouillé. Je m'en fous. Tout va être trempe. On finit demain. Merci, bonsoir. On décampe. Puis on a marché dans la pluie comme ça la moitié de la journée. Ma tente est un vrai désastre, là. Elle était pleine d'eau. Mais c'est la dernière nuit. Fait que moi, je me suis dit, j'avais les yeux sur Springer Mountain. Je dis non, on finit ça, là. Je veux sortir d'ici. Fait que c'est comme ça que ça s'est terminé. Parce que tu dormais dans un refuge la nuit après. Fait la dernière. Tu t'en foutais que ta tente soit dégueu, là. Ouais, exact. Mais ouais, c'est ça. Ça pouvait pas aller autrement, là. Puis ça me fait penser à quand on parlait de nos trucs par rapport au mental puis tout ça. Toi, là, maintenant, peu importe où tu vas aller dans le monde, puis s'il se met à mouiller, tu vas juste faire, mais ça peut pas être aussi pire que c'était sur le IT. Exact. Et le nombre de jours où je me suis dit, ça peut pas être pire, puis que ça a été pire, ben ça, je te jure que ça te forme une carapace, là. Il y aura plus rien d'assez pluvieux pour moi dans le futur. Non, c'est ça, tu vas être indestructible à ce niveau-là. Ma peau est devenue hydrofuge. Ouais, ton corps, il a évolué avec le sentier. Complètement. J'ai des branchies qui m'ont poussé, là. Pour la dernière période aussi, tu me disais que, ben, tu sais, je sais qu'on avait glissé un peu un mot avant que tu rentres dans cette partie-là, mais ça reste la partie la plus haute du AT. Oui. Donc, ben, je veux que tu m'en parles. Tu me parlais du dénivelé, que ça file haut. En fait, tu te sens haut, mais ça file pas haut. Donc, oui, c'était vraiment spécial. Puis souvent, les gens vont penser, le mont Washington, c'est le mont le plus haut de l'Est. Ben, c'est faux. Oui, le mont Washington, c'est le mont le plus haut des Montagnes Blanches, c'est le mont le plus haut du nord-est des États-Unis. Mais la chaîne des Appalaches, lorsqu'elle descend dans le sud, elle atteint des sommets de plus de 6000 pieds. Donc ça, c'est en haut de 2000 mètres. Le mont Washington, il est quoi, 1900, je vais pas dire n'importe quoi, 1900 quelques mètres. Je veux pas m'arrêter sur un chiffre, là. Je l'ai pas par cœur. Je pense, mais ça se peut, je me trompe. Donc, les sommets qui sont sur la frontière entre la Caroline du Nord puis le Tennessee, qui font partie de la chaîne des Appalaches, ils dépassent les 6000 pieds. Donc, ils dépassent les 2000 mètres, là. Mais on le sent pas parce que le climat dans le sud fait qu'il y a pas de limite. La limite des arbres, elle se trouve être plus haute que ça de toute façon. Fait que c'est boisé. C'est des forêts de pins qui sont en haut. C'est jamais exposé. Donc, c'est un milieu qui est confortable à randonner. C'est pas comme les White Mountains où c'est aride, hostile, où on a une végétation alpine, puis tout est ramassé par le vent, puis des vents extrêmes. Il n'y a pas ce genre de climat-là en Caroline du Nord puis au Tennessee. Mais on se trouve à être à des hauteurs là, qui dépassent les 2000 mètres. Puis les sentiers sont très bien gradés. Là. Ça monte très graduel. C'est pas des massifs rocheux qui ressortent là, comme les Adirondacks ou les Whites, là, avec des falaises très abruptes. Là. C'est plutôt graduel. C'est vraiment des immenses collines. Ce qui fait que pendant une journée complète, je suis passée de l'autoroute, le numéro c'est 40, là, l'autoroute 40, pas celle qu'on connaît, là, mais celle qui traverse là, de la Caroline du Nord au Tennessee. C'est le point le plus bas à cet endroit-là où la route passe. Puis quand on la traverse, ensuite on monte dans le parc des Smoky Mountains, qui est en fait c'est le parc national le plus fréquenté aux États-Unis.
sais, on pourrait penser que c'est Yellowstone ou Yosemite. Les Smoky Mountain National Park, c'est le parc le plus achalandé aux États-Unis parce qu'il est proche de toutes les grandes villes, il est proche de la civilisation, puis il est très accessible. Les sentiers sont très accessibles. Donc, c'est vraiment l'endroit le plus fréquenté. Mais c'est ça. Finalement, pour revenir à la route, c'est qu'on commence sur la route, puis pour rentrer dans le parc, c'est une montée de 27 km de long. OK. C'est une longue montée. C'est une pas pire longue montée. Donc, on monte littéralement pendant 27 km, mais très graduellement. Puis à la fin de la journée, ben j'étais comme, voyons, comment ça se fait que je suis fatiguée de même? Puis là, j'ai regardé, parce qu'on le sent pas, ça monte, mais il y a rien de très abrupt, là. On met un pied devant l'autre, puis c'est tout, là. Puis à la fin de la journée, j'avais fait 2500 mètres de dénivelé positif. Fait que c'est pas rien, sauf que les sentiers sont tellement bien gradés qu'on s'en rend pas tant compte, puis la végétation, elle est pas très changeante. Donc, c'est vraiment des collines surdimensionnées que j'appelle. Fait qu'on se retrouve à marcher quand même très haut. Une fois qu'on est en haut, on reste quand même dans tout le parc des Smoky Mountains. Ça replonge un peu puis ça remonte, mais on reste grosso modo en hauteur jusqu'au point le plus haut de toute l'Appalachian Trail qui s'appelle Clingman's Dome, qui est à 2057 mètres d'altitude. Un petit peu plus bas. Ouais, un petit peu plus bas. Mais quand même au-dessus de 2000 mètres. Puis c'est le point le plus haut de toute l'Appalachian Trail. Ce qui est un peu désolant, c'est qu'on peut monter en auto. Mais ça, regarde, le Mont Washington aussi. Ouais, aussi. Donc, c'est un peu le même principe que le Mont Washington. Il y a un stationnement à 500 mètres du sommet. Fait que les gens montent puis ils prennent le petit sentier asphalté jusqu'à la tour en béton. C'est pas très charmant. Mais si c'était pas de la tour en béton, on n'aurait pas de vue. Parce que ces sommets-là sont complètement dans la forêt, en fait. C'est couvert. C'est une forêt de pins très dense. Donc, le seul moyen d'avoir un point de vue, c'est soit quand on s'approche d'une falaise ou d'un genre de balcon, ou on monte dans les tours les tours d'observation que l'humain a construits, un peu partout dans le parc. Ouais, parce que ça, on quitte jamais la cime des arbres, là, donc... Jamais. Ouais, c'est ça qui est spécial avec les Smokies, puis c'est vraiment... Moi, je suis tombée en amour avec ce territoire-là, puis je comprends pourquoi c'est le parc le plus fréquenté. C'est des sentiers super agréables à marcher. C'est un climat où tu peux étirer la saison super longtemps. Il y a eu une vague de froid là, pendant que je traversais. C'est pour ça que je me suis dépêchée à sortir de l'eau plus vite. Au moment où je rentrais dans les Smokies, 3 jours plus tard, il annonçait des nuits à moins 12 et moins. Oh, OK. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, oh! Ça, c'était en hauteur. Là. En bas, dans la vallée, c'était beaucoup moins pire que ça. Mais étant donné qu'il annonçait ça, je me suis un peu dépêchée. Je les ai faites en 4 jours. Donc, j'ai un peu clenché C'est dommage, j'aurais aimé ça passer plus de temps, mais j'aurais pas apprécié dormir en bas de moins 12 avec l'équipement que j'avais, là. Donc, je me suis un petit peu dépêchée à passer de l'autre côté. Mais, on peut quand même étirer la saison longtemps, là, avant l'hiver. Il neige pas tant que ça. Il y a de la neige, mais ça va pas s'accumuler, là, autant que dans le nord-est, là. Parce que la normale en novembre ressemble à quoi? C'est quoi tu as plus eu comme température? Tu disais qu'il y a eu une chute de ouais, mais ça, c'était exceptionnel. Oui. Mais habituellement, dans les Smokies, en novembre, là, il fait peut-être près de 0 la nuit, puis le jour, peut-être 15, puis même s'il fait gros soleil, ça peut monter à 20. Fait que c'est quand même super confortable pour randonner. Puis les refuges, en fait, c'est obligatoire de dormir dans des refuges dans ce parc-là pour protéger. Parce que c'est tellement achalandé que si tout le monde plantait leur tente partout, il n'y en aurait plus de forêt, là. Mm-hmm. Donc, il faut dormir dans les refuges qui sont c'est de luxe, là. Les refuges, c'est des lean-to, mais surdimensionnés en pierre, avec un foyer. On peut faire un feu puis une cheminée. Puis, à partir de la mi-octobre, ils recouvrent la face avant avec des immenses bâches pour garder la chaleur à l'intérieur. Le gros confort. Donc, ouais, le gros confort. Puis, il y a de la place, on peut rentrer 24 personnes dans ces abris-là, là. Fait que c'est pas petit, là. J'ai une question pour toi. On n'en a pas parlé, fait que je vais peut-être te surprendre oui, avec celle-là, mais ça me fait penser, est-ce que tu penses que le fait d'avoir vécu la dernière portion avec quelqu'un, puis on parle pas comme de quelqu'un de pas rapport, si on veut, que tu rencontres pour la première fois sur le sentier, là, quelqu'un que tu connais bien, est-ce que ça l'a peut-être un des facteurs qui fait que tu as eu aussi moins d'émotions à la fin, vu que t'es accompagné, t'es pas comme, tu sais, quand t'es tout seul dans ta tête, tu fais juste penser à la fin, puis là, ouais. Des fois, c'est une des raisons peut-être que l'émotion aussi, elle vient avec ça. Là,
oui, on est dans le moment présent, mais on partage ce moment-là avec quelqu'un. Fait qu'il y a comme une joie partagée au travers de ça. Puis Oui, il y a peut-être aussi on est peut-être un peu une diversion un peu de notre émotion peut-être réelle ou je sais pas. Donc je te pose ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'était certainement plus festif, en effet, de pouvoir partager ces moments-là avec quelqu'un. Ouais, c'était extrêmement festif. Je ne pense pas que ça me divergeait de mes émotions parce que il me rappelait. Ben, le fait qu'il était là, il me ramenait en arrière. Il me disait, ah oui, tu te rappelles-tu? Fait qu'il Oui. il alimentait le fait que je me replonge dans mes souvenirs. Fait que, peut-être que j'aurais ruminé aussi puis j'aurais repensé à ça étant seule, mais je pense que le faire avec quelqu'un qui lui aussi l'a déjà fait nous a rendu beaucoup plus nostalgiques. Mais on était dans un mood, on était dans une ambiance de fête, là. Fait que je pense qu'on s'est volontairement, oui, on était nostalgique parce qu'on s'est remémoré respectivement tous nos souvenirs, puis on s'encourageait à le faire là-dedans, parce qu'on se les racontait. On se racontait toutes nos histoires, c'était vraiment amusant. Mais c'était vraiment une ambiance de fête parce que j'avais hâte d'arriver au bout. Puis ça sentait la fin, là. Fait que, oui, c'était définitivement plus festif à deux que si j'avais été seule. Puis j'ai l'impression, encore une fois, dis-moi si je me trompe, mais je sais quand tu as dû arrêter en 2020, ça a été très, très dur. Puis là, tu as été faire Sentier National, après ça, tu as été sur le PCT. Fait qu'il y a eu, tu sais, tu as eu d'autres gros trips au travers qui t'ont fait peut-être un peu digérer le morceau de 2020. Ah ouais. Que si tu avais fait les deux back-à-back comme ça rouvre, tu y retournes tout de suite, là, peut-être ça aurait été un peu plus dur, là. Ah ouais, mais ma vie aurait été complètement différente si ça avait pas été de la COVID. J'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. J'aurais peut-être pas mis le pied sur le Sentier National si ça avait pas été de la pandémie. Fait que j'ai un côté de moi qui éprouve énormément de gratitude face aux événements tels qu'ils se sont passés. Je pense que je changerais rien à ce qui s'est passé parce que ça m'a mis sur... C'est un drôle de mot, mais ça m'a mis sur le sentier. Ça m'a mis sur des aventures que j'aurais peut-être pas vécues si j'avais simplement fait d'une traite l'Appalachian Trail en 2020. J'aurais passé ça dans l'anonymat, puis j'aurais jamais peut-être rien découvert de plus. Mais là, ça m'a ouvert tout un monde de possibilités. Ça m'a fait découvrir le Sentier National. Si j'avais pas eu ça, ça aurait pas du tout été la même expérience. Puis je finis l'Appalachian Trail en tant que... Je suis pas la même personne que si j'avais fini l'Appalachian Trail en 2020. Surtout côté expérience, hein. Mais ouais. En fait, ça m'apporte complètement je pense pas que t'aurais tant aimé ton expérience en 2020 avoir la météo que t'as eue cette année sans l'expérience que t'as en ce moment. En toute honnêteté, là, si j'avais eu la météo que j'ai eue cette année en 2020, avec le peu d'expérience que j'avais, j'aurais abandonné au bout de 2-3 semaines. Ouais, je pense que c'est quoi le premier, le 100 Mile Wilderness, je pense que t'aurais tué là. Complètement. Mais même si j'avais commencé dans le sud, eux aussi ont eu de la pluie, là, cette année, là. Ouais. Puis j'avais pas la résilience que j'ai aujourd'hui. J'étais pas, comme je te dis, pas la même personne, pas la même endurance, pas la même capacité d'adaptation, l'expérience. Clairement, le mental aurait pas suivi les bottines. J'aurais abandonné comme les 4/5e cette année ont abandonné. Je pense que c'est vraiment un bon point à apporter de faut pas, puis tu l'as bien dit, de comme ce qui est arrivé, la COVID, tout ça, oui, ça fait mal sur le coup, mais ça t'a apporté où est-ce que t'es aujourd'hui. Puis tous ces moments-là, faut vraiment pas les prendre comme des défaites, mais comme des opportunités d'évoluer, de s'améliorer, puis de grandir au travers de ça. J'ai toujours pour dire que c'est une phrase cliché, là, mais tu sais, le rien n'arrive pour rien. C'est par là, je veux dire, c'est de prendre les choses qui arrivent puis de tourner ça parfois à son avantage, d'en profiter pour peut-être explorer des avenues qui nous sortent peut-être de notre zone de confort qu'on n'avait pas prévu, mais qui vont peut-être nous faire grandir au travers de ça. Donc, je pense que ton cheminement que tu as vécu dans les 3 dernières années est vraiment un bon exemple de ça, tu sais, d'être complètement démoli après annuler le sentier en 2020.
à être la femme que t'es aujourd'hui, puis à avoir complété le 80 dans la joie à la fin, là, tu sais, c'est... Ouais, dans la joie, dans un contexte qui était pas joyeux, mais bon. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Fait que oui, j'ai développé un don à faire de la limonade avec les citrons que la vie me lance, là. Ouais, ben je pense que c'est la bonne manière de prendre les défis dans la vie. Oui, les aléas de la vie. Fait que les utiliser à son avantage plutôt que s'apitoyer, là, puis s'arrêter à ça. Ben après ce côté un peu plus philosophique, tu me parlais un peu de statistiques. Tu me disais que tu sais, t'es la combienième de... Ouais, t'es comme ton nombre en gros sur l'AT qui a fini, là. Ouais, ben on n'a pas tous les chiffres officiels parce que tout le monde n'a pas encore fini, là. Ouais. Il y en a qui vont finir autour de Noël. Fait qu'on n'a pas encore honnêtement, il y en a qui commencent dans le Maine fin juillet puis qui prennent leur temps, là. Puis comme tu sais, je parlais du climat, rendu en Georgie, c'est possible de randonner en décembre, là. Il y a pas de couvert de neige, c'est pas des conditions hivernales comme ici. Donc c'est possible d'étirer la saison. Puis c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle je l'ai faite vers le sud. Ouais. Parce que t'as pas vraiment de contraintes de temps, là. Ben, il y a eu un gros front froid, là, mais bon, j'ai réussi à naviguer là-dedans. Mais grosso modo, ça reste quand même tempéré, puis il y a moyen d'étirer la saison. Fait que ça fait que, advenant un imprévu, une blessure, que t'es en dehors du sentier 2 semaines, te remettre, il y a moyen de rester sur le sentier, puis de continuer, puis de finir plus tard. Fait qu'on n'a pas toutes les statistiques à l'heure où on se parle, parce que il en reste encore du monde sur le sentier. Mais j'ai les statistiques de départ. Donc, cette année, puis ça, c'est seulement les gens inscrits. On n'a pas les statistiques des gens qui le font anonymement, là. Mais de ceux qui se sont inscrits auprès de l'association de l'Appalachian Trail, en passant, c'est pas un permis qui coûte quelque chose ou c'est même pas un permis qui est obligatoire d'avoir. C'est qui encourage les gens à s'inscrire et à signifier leur date de départ et puis de où ils partent. Comme ça permet à l'association de garder des statistiques puis de mesurer un petit peu l'achalandage puis l'effet sur le sentier puis d'ajuster justement la capacité des abris, le nombre d'abris, les coffres à nourriture, les cordes pour attacher ça. En tout cas, ça leur permet d'adapter les infrastructures du sentier parce qu'ils savent combien de personnes à peu près ils peuvent s'attendre à avoir. Donc cette année, on va les appeler les SOBO et les NOBO. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais NOBO, ça signifie Northbound, donc c'est les gens qui commencent en Georgie et qui finissent dans le Maine. SOBO, c'est les Southbound, donc qui commencent dans le Maine et qui finissent dans le sud en Georgie. Il y a aussi les flip-flops. Je rentrerai pas là-dedans parce qu'ils sont durs à tracer comme statistiques, là. Les flip-flops, c'est les gens qui commencent en plein milieu, qui se dirigent soit vers le nord, puis reviennent au milieu, puis après ça, ils se dirigent vers le sud. C'est qui finalement, ils divisent la rando en 2 longues parties dans une même année. Mm-hmm. C'est beaucoup plus facile à gérer le climat de cette façon-là parce que ça permet d'avoir les meilleures météos, d'éviter, mettons, les canicules, d'éviter les tout dépendant comment on aime randonner. Fait que, juste pour les NOBO et les SOBO, là, les NOBO, c'est la façon la plus populaire de le faire. Cette année, il y a 2997 NOBO inscrits qui vont commencer le sentier là, entre février et mai. C'est large, là. Il y a du monde qui décide de commencer le sentier le 1er février pour éviter les foules, puis ça se poursuit comme ça jusqu'au mois de mai. Tu disais 2997? 2000, ouais, mettons 3000. On va arrondir, là. Il y a 3000 randonneurs qui se sont inscrits, qui ont commencé à marcher en Georgie vers le Maine. OK. Puis moi, en me dirigeant vers le sud, je les ai comptés, parce que j'allais toutes les croiser. Puis j'ai réussi à en croire, parce qu'évidemment, je croise pas tout le monde, là. Il y a des gens qui prennent une pause en ville, il y a des gens qui sont aux toilettes pendant que je passe, on sait pas. Mais j'en ai compté 880. OK. On n'a pas les statistiques finales, mais admettons quelque chose comme 900 à 1000 qui ont fini. Disons ça comme ça. Fait que ça fait, sur 3000, ça fait moins du tiers. Fait que c'est les gens qui se dirigent vers le nord. Vers le sud, maintenant, ceux qui ont commencé dans le Maine cette année, avec toutes les inondations, la pluie, les orages, on l'a connu, là, c'était la même chose au Québec, on était 234 inscrits. Oh, mon Dieu, OK. Qui ont commencé. Mais généralement, c'est correct, parce que généralement, c'est environ 10% des gens qui choisissent de le faire à l'envers. OK. Pour des raisons évidentes. Là, c'est pas mal plus rough dans le nord. Ouais. C'est un départ difficile, fait que c'est normal,
c'est un plus petit pourcentage et souvent des gens peut-être plus expérimentés qui savent à quoi s'attendre ou qui sont familiarisés avec la randonnée dans le nord-est des États-Unis qui est beaucoup plus difficile que le reste de la trail. Donc, on était 234 à commencer notre petite randonnée au Mont-Catadin. Sur les 234, il y en a un tiers qui a abandonné après 10 jours. OK, déjà. Fait que ça nous laisse avec, je sais pas moi, c'est quoi 234, le tiers de 234, là, à peu près 70 qui a abandonné. Ouais, 78. 78. Ça, c'est au bout de 10 jours. Là. Les 10 premiers jours, c'est le 100 Mile Wilderness, là, le premier 160 km, qui est plus sauvage dans le Maine, puis on s'est fait... C'est là que les problèmes ont commencé là, avec les inondations et tout. Fait qu'on a perdu un tiers des troupes par ce temps-là. Par la mi-chemin, j'étais la 51e sur les 234, sachant qu'il y en a 78 qui sont disparus. Puis vers la fin, j'ai terminé, il y en avait moins de 45 devant moi. Puis j'ai pas commencé dans les premiers. Là. Il y en a autant en avant de moi qu'en arrière. Fait qu'on peut estimer, grosso modo, qu'il y en a pas plus d'une centaine qui ont terminé cette année. Ça, en fait, ça reste à bouger un peu parce que ceux qui ont commencé, qui font Sobo, il y en a beaucoup qui ont commencé plus tard, tout ça. Fait qu'il y en a que, comme on disait, qui n'ont pas encore terminé. Non, c'est ça. Mais ça donne quand même un bon aperçu là, de... C'est ça. Fait qu'en résumé, on estime qu'il y a environ une centaine, ou peut-être moins, là, sur les 234 qui ont terminé. Donc, il y aurait peut-être quand même un plus gros pourcentage de personnes qui ont commencé vers le nord qui auraient fini, mais comme tu disais, c'est souvent des gens plus expérimentés qui vont le faire de ce sens-là. Il y a moins d'abandon pour les Sobo que les Nobo, parce que les Nobo, en fait, c'est beaucoup de gens qui se lancent là-dedans sans trop savoir. Fait que dans les 2 premières semaines, là, ça s'est mis à vite. Là. Par la mi-chemin, ils en perdent la moitié. Là. Fait en direction nord, t'as beaucoup plus de gens inexpérimentés, nouveaux, qui ont jamais fait de backpacking. Fait que le taux d'abandon est beaucoup plus grand parce que il y a beaucoup moins de gens expérimentés. Tandis que Sobo, pour le faire à l'envers, il faut déjà que tu fasses un petit peu de recherche pour savoir que ça se fait à l'envers. Fait que c'est vraiment des gens, généralement, qui sont, je dis généralement parce que j'en ai vu qui étaient pas préparés, là, mais c'est généralement des gens plus expérimentés qui vont choisir de le faire southbound. Puis, l'autre chose, c'est que tu commences avec le plus tough. Une fois que ça c'est fait, là, une fois passé l'autre côté du Vermont, là, c'est gagné. Là. Si tu as réussi à faire le Maine, le New Hampshire, puis même le Vermont est quand même plus facile, c'est presque dans la poche. Après, c'est juste du mental. Là. Ouais. Parce que le terrain est beaucoup plus facile dans le sud. Fait qu'il y a vraiment un plus haut taux de succès chez les Sobo que chez les Nobo. C'est vraiment intéressant à savoir. Puis tu sais, quand tu te penches un peu sur les raisons pour ça, il y a plein de raisons que je trouve qui font complètement du sens à travers ça. J'ai envie, je veux pas en parler trop non plus du sentier pour plusieurs raisons. Tu sais, on en a quand même parlé énormément pendant les derniers épisodes. Là, tu sais, à chaque fois qu'on se parlait, on reprenait un peu des nouvelles. Fait que les gens qui embarquent avec nous en ce moment, je vous invite à aller écouter les autres épisodes. Tant pour les sujets éducatifs qu'il y a que aussi pour nos anecdotes. Là, il y a plein de choses à travers ça. Mais aussi, l'autre raison pourquoi j'ai pas envie de trop embarquer dans le sujet, c'est que j'ai envie que le monde vienne nous voir en personne, tant toi que moi. Les deux, on a des conférences qui s'en viennent, donc je vais te laisser, Catherine, commencer à plugger un peu de choses si tu veux, ou les sujets, ou je sais pas à quel point tu veux en plugger, mais j'allais justement enchaîner là-dessus parce que j'allais dire, si vous voulez plus d'informations, parce qu'il n'y a pas que ça comme raison là pour choisir Nobo ou Sobo, j'en parle dans ma conférence. Je vais expliquer exactement pourquoi on choisit de le faire northbound ou southbound et les 1000 autres décisions que peut impliquer un voyage d'une telle envergure. Donc oui, en fait, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vais organiser une série cet hiver un peu partout au Québec de conférences sur l'Appalachian Trail, puis je vais m'amuser à la comparer avec la PCT. Fait que ça va être super intéressant de comparer les deux univers. Fait que je vous invite à passer une soirée avec moi cet hiver. Les dates vont sortir bientôt, mais on va parler de l'Appalachian Trail en comparaison là, avec la Pacific Crest Trail, puis comment se préparer à un voyage comme ça.
Ouais, ça va vraiment être intéressant. Puis, tu sais, suivez Catherine directement sur ses réseaux, mais aussi directement via le compte de Écho de Montagne. On va essayer Ouais. de partager aussi les dates au travers de ça. Parce que Catherine en fait, moi aussi j'en ai qui s'en vient. Donc, tu sais, tout ce que vous avez entendu depuis qu'on a parti le podcast, ben, on risque d'en parler. Donc, comme tant toutes les histoires de Catherine sur l'Haïti que moi cet été qui vous parlais des Lofoten, du défi un peu plus sportif que j'avais à cet endroit-là, du Tour du Mont-Blanc. Donc j'ai des conférences là-dessus qui s'en viennent. Donc restez à l'affût. Il y a déjà les Lofoten qui a été annoncé, qui est le 15 décembre dans les Laurentides. Donc c'est la sortie aussi officielle du film sur les Lofoten. Puis ce qui risque d'être vraiment intéressant pour cet événement-là, tu sais, oui, il y a l'aspect le film en tant que tel, la conférence qui va aller avec, il y a des prix de présence, tout ça, mais en ce moment, je suis encore en discussion avec le Fastest No Time, donc le site qui prend en note les temps puis qui regarde si c'est à être approuvé ou non. Puis ça s'enligne pour être approuvé, donc si c'est le cas, ça va prendre une dimension vraiment plus importante. Puis je vais parler vraiment de cet aspect-là, de qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour arriver sur le sentier à dire OK, ben tu sais, je vais le faire comme que ça va aller au moment que je prends le déclic de dire OK, non, là, je suis là pour la performance, puis là, je pousse, on oublie dormir, on oublie tout ça, puis ça fera mal comme ça fera mal, mais je me rends à la fin le plus vite que je peux. Fait que ça va être un aspect vraiment intéressant que je vais apporter. Donc, restez à l'affût. Comme cette date-là est déjà sortie 15 décembre dans les Laurentides, mais il y en a d'autres qui s'en viennent sur le Tour du Mont-Blanc, l'Écosse aussi sûrement. Puis sûrement en fait d'autres sujets là parce que ben moi puis Catherine on est juste en fait des passionnés de randonnée qui aiment juste se partager notre passion là. Puis ça va vraiment nous faire plaisir aussi moi j'aime toujours ça échanger avec les gens en personne là, donc ça va me faire plaisir de vous voir là à ce niveau-là. Ça fait des super belles soirées d'échange. Puis tu vas présenter ton film en première dans le fond le 15 décembre. Ouais, exactement, c'est 100% la première là. Personne va l'avoir vu avant ça. Donc, ça risque d'être bien le fun. Je sais pas si avais-tu d'autres événements ou trucs à plugger? Ben, moi, je vais au même endroit que toi, mais le 19 janvier. Donc, c'est pas pour tout de suite, mais le 19 janvier, au Bistrot La Chèvre, je vais également présenter ma conférence de l'Appalachian Trail. Donc, au même endroit que toi, le 15 décembre. OK. Donc, dans les Laurentides, les deux, ça a vraiment l'air d'être une place très cool. Vous pouvez réserver ça en avance si vous voulez manger sur place parce qu'il y a un petit restaurant. Donc, si vous voulez arriver plus tôt, je vous conseille de réserver en avance à ce niveau-là. Mais on va se voir là-bas. Puis s'il y a des gens qui ont envie de nous avoir en conférence, parce que là, on en a quelques-unes de bouquets qui s'en viennent, des annoncés et des non annoncés. Mais s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui auraient des contacts ou qui voudraient eux-mêmes nous booker, ben gênez-vous pas, écrivez-nous tant moi à Catherine ou même si vous voulez peut-être nous booker les deux ensemble pour une conférence sur la longue randonnée ou une double conférence, genre on parle de deux randonnées différentes au travers le monde. Il y a plein de possibilités. Donc là-dessus. Ça serait assurément des belles soirées en tout cas. Ouais, 100%. Ben je pense que ça résume pas mal cet épisode-là. On va se remettre dedans tranquillement. Là, moi, je pars en fait en Californie, donc à mon retour, on se remet là-dedans. Puis c'est ça. En fait, c'est même déjà à mon retour, je vais pouvoir parler de la Californie, qui va être un trip de randonnée aussi là-bas. Que Catherine, tu vas pouvoir peut-être te reconnaître un peu sur certains points, malgré que c'est pas exactement où t'as passé, l'environnement va se ressembler peut-être par bout de choses que t'as vu en fait. Donc, ben comme d'habitude, je vous remercie. Laissez-nous des reviews, envoyez-nous des messages, puis on se reparle vraiment bientôt. On a encore notre épisode, comme je dis, l'épisode d'hiver qui s'en vient, qui promet. On a bien hâte de vous partager ça, puis vu que je suis de retour, on va pouvoir se mettre à enregistrer beaucoup plus de sujets. Donc, on est super content quand vous nous envoyez des idées ou des idées de sujets sur lesquels vous voulez nous entendre parler. Ça va faire un hiver bien rempli pour nous pour vous parler de tout ça. Ouais, puis j'ai oublié une petite chose qu'on va pouvoir parler aussi éventuellement.
ce soir, en fait, Catherine, on se voit à la soirée pour le film sur le Sentier national. Donc, on n'a pas encore parlé de ce projet-là, mais j'ai envie qu'on en discute dans une prochaine épisode. Donc, oui. C'est un autre sujet qu'on vous tease tout de suite, là, mais que je pense en fait, moi, j'ai pas encore vu le film, mais j'ai bien hâte de voir ça. Donc, on s'en redonne on redonne des commentaires là-dessus bientôt. Clairement, le Sentier national va prendre une place dans un épisode. Oui, c'est 100%. Donc, je vous remercie, puis à la prochaine. À bientôt! Bye.